Chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue sur votre émission Tribune des Jeunes. Pour ce numéro, nous allons échanger sur l'école missionnaire. Et pour ce faire, nous avons autour de cette table M. Mbaïlassem Francis, psychopédagogue, éducateur et spécialisé, doctorant en handicapologie sociale à l'Université de Yaoundé 1. Bienvenue à vous. Merci, je vous en prie. Avec nous aussi, nous avons M. Nguéabay Adoumgar, expert en pédagogie générale, doctorant également en enseignement fondamental de l'éducation à l'Université de Yaoundé. Bienvenue à vous, monsieur. Merci. Et pour mener à bien ce débat, j'ai à mes côtés M. Djumarsra Alexis, alias Mac Alex. Bonjour, Alex. Bonjour, Saïd. Merci, M. Alex. Qu'est-ce que vous avez pour nous par rapport à ce sujet, l'école missionnaire? Bon, quand on parle de l'école missionnaire, cela nous renvoie automatiquement au fait que les enfants qui sont inscrits correctement à l'école ne viennent pas en classe ou bien ne se rendent pas à leur lieu, au lieu des cours. Le sens de ce mot a seulement évolué. Au départ, c'est d'aller quand même, d'aller à l'école. Et au fil du temps, ça c'était au temps de Luther. Voilà, au temps de Luther. Maintenant, au fil du temps, ça a changé. Et ça a donné cette explication, ou ce sens qui signifie de ne pas se rendre à son lieu de cours. Ça a donné à la flânerie, comme on le dit. D'accord. Ouais, c'est ça. Merci Alex. Merci monsieur Francis. Ça veut dire quoi pour vous l'école missionnaire? Merci déjà monsieur Saïd. Alors, parlons un peu de l'école missionnaire. Revenons un peu dans l'histoire, parce que quand on emploie l'école missionnaire, cela sous-entend déjà que c'est le fait qu'un enfant abandonne, n'est-ce pas, l'école et aller se promener. Mais si on essaie donc de parcourir un peu l'historique d'abord du mot l'école missionnaire. Oui. Très bien. Au temps de Martin Luther King, il était d'abord un religieux catholique et par la suite il a été excommunié et ensuite il a donc créé, n'est-ce pas, son église, ses écoles. Alors donc il menait, n'est-ce pas, ses enseignements dans la clandestinité, sans toutefois, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, repéré ou soit sans toutefois être vu par les religieux catholiques. Donc, le buisson, c'est d'abord un arbre où les gens se cachaient pour tenir, n'est-ce pas, leur enseignement. Donc, maintenant, comme les choses ont évolué, le concept a également évolué. Maintenant, s'il faudrait employer dans le contexte tchadien, on dit que voilà, l'école buissonnaire, cela renvoie à un enfant qui abandonne, n'est-ce pas, l'école et qui se promène à des heures de cours. Et du moment où, une fois que l'heure arrive, l'enfant rentre à la maison et les parents sachent que l'enfant était justement à l'école. Monsieur Adoumgar? C'est un problème de suivi d'ordre parental que d'ordre institutionnel. Envoyer l'enfant à l'école où l'instruire ne suffit pas. Quand on parle de l'éducation d'un enfant, il faut d'abord l'entretien, les soins et l'alimentation et aussi le suivi. Voilà ce qu'il faut voir. Mais on observe que la plupart des parents n'inscrivent seulement que leurs enfants à l'école sans un suivi. Merci. D'accord. Vous partagez son opinion, M. Francis? Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aller inscrire son enfant à l'école sans toutefois, n'est-ce pas, suivre l'enfant. Parce que le suivi est d'abord très important. Pour qu'un enfant réussisse à l'école, il faudrait, n'est-ce pas, mettre en facteur 3 éléments. Le suivi, les moyens et l'alimentation de l'enfant. Une fois que l'enfant est bien nourri à la maison, quand il vient à l'école, il a déjà un esprit disposé pour suivre le cours. Et quand il rentre de l'école, il faut également demander qu'est-ce que tu as fait en classe. Le parent doit avoir la peine de veiller et de surveiller ce que l'enfant a pris comme note à la maison. Et également, les responsables des écoles doivent aussi avoir un œil particulier dans le suivi et le contrôle des apprenants. Donc c'est ce qui est vraiment important. Donc je partage l'avis de M. Guéadoum. Quel rôle l'enseignant doit jouer pour que les élèves évitent de faire l'école missionnaire? Très bien, parce que vous savez déjà que l'école doit être un lieu de loisirs, oui, selon Mme Montessori. Dans une école, on doit, n'est-ce pas, fournir un effort pour que l'environnement de l'enfant doit être propice
Et en particulier, l'enseignant ne doit pas seulement être un formateur, mais il doit également être un éducateur. C'est celui qui écoute et c'est celui qui observe. S'il identifie un problème chez un enfant, il doit s'approcher vers l'enfant pour lui demander « Mais mon ami, il y a quoi? Pourquoi depuis le matin, je te vois, tu es un peu timide là ?» Donc, ce sont, n'est-ce pas, ces rôles-là que les enseignants doivent, n'est-ce pas, jouer pour amener les enfants à aimer l'école. Quand un enfant aime l'école, je vous assure qu'il ne peut même pas abandonner l'école. D'accord. Mac, vous avez une question par rapport à... Bon, déjà, avant de poser la question, je partage parfaitement les avis de nos invités. Et je demanderai également aux parents de suivre leurs enfants quand ils les inscrivent à l'école. L'essentiel n'est pas seulement d'inscrire un enfant à l'école, mais c'est de faire ce travail de suivi. Et également de se rapprocher des enseignants pour voir comment l'enfant évolue à l'école. Il y a des parents, par exemple, qui inscrivent les enfants à l'école, c'est tout. Même pour payer les fournitures scolaires, c'est un problème. Pour lui, il a rempli son devoir. Il a inscrit l'enfant à l'école. Et c'est tout. Moi, je voudrais poser peut-être une petite question à nos deux invités. Est-ce qu'il y a un travail? Il y a un travail qui s'est fait au sein de nos écoles pour pouvoir limiter en fait, cette manière de faire. C'est-à-dire le fait que les enfants négligent les cours, le fait qu'ils se promènent dans les établissements. Est-ce qu'il y a un système qui est mis sur pied, ici au Tchad, par exemple, pour contrecarrer ces enfants qui s'adonnent à cette pratique? Bien, merci, monsieur. C'est une question assez pertinente. Une question pertinente, mais difficile à répondre d'une manière objective. Vous savez qu'ici au Tchad, j'ai fréquenté au Tchad, de la maternelle jusqu'en terminale. C'est mes études supérieures que j'ai effectuées ailleurs. Mais le constat que moi j'ai fait personnellement est que nos enseignants, même d'abord, constituent un réel problème pour nos formations. Pourquoi j'ai dit ça? Aujourd'hui, on parle des maîtres communautaires. Mais dites-moi un peu, est-ce que ces enseignants-là, quelle formation ils ont reçue à la base pour pouvoir amener l'enfant à aimer l'école ou soit pour instruire l'enfant normalement? Donc vous voyez déjà que ce problème est donc très très important. Et ce que j'ai également observé est que du moment où l'État construit un bâtiment, il n'y a pas une bonne prise en charge de ces infrastructures. Et il faut également intégrer les enseignants qualifiés. Parce que l'éducation, c'est la vie d'un enfant, c'est l'avenir d'une nation. Et sur ce, l'État doit veiller, et pas seulement l'État, les responsables des écoles. Parce qu'aujourd'hui, on prime déjà à une excellence où on crée les écoles privées. Et donc, les écoles privées doivent également, n'est-ce pas, avoir de la même vision et de la même politique pour accompagner l'État dans ce travail. Donc, moi, mes observations que j'ai faites dans le passé est que nous, on avait fréquenté d'une manière archaïque. On n'avait pas de moyens appropriés pour bien éduquer. D'accord. Monsieur Adoumgar, vous qui êtes expert en pédagogie générale, je crois, et doctorant en enseignement fondamental de l'éducation, qu'est-ce que vous croyez que l'enseignant doit faire, surtout à son niveau à lui, pour maintenir les élèves à l'école et pour amener les enfants à aimer l'école? Oui, pédagogiquement, l'enseignant est d'abord un modèle, une référence pour la société. Il n'est pas seulement un enseignant, mais il est aussi le parent, le second père. Et ce qu'il doit faire, il doit aimer tous ses élèves, c'est-à-dire avoir une différenciation pédagogique, revenir à l'enfant, c'est-à-dire il doit faire de son mieux pour être aux côtés des élèves les plus faibles. Ceux-là qui ont des difficultés à lire, à écrire et à calculer, pour que ces derniers soient avancés comme d'autres élèves. Après cela, l'enseignant, lui, en tant que second frère, doit être en contact permanent avec les parents d'élèves, c'est-à-dire communiquer. S'il constate des problèmes en classe d'un élève, il peut communiquer, demander aux parents ce qui ne marche pas. Si l'enfant est triste, est-ce qu'il a mangé, quel problème il a, il peut le taquiner et autres. Et cela peut amener l'élève à dévoiler certains secrets ou bien certaines difficultés que lui, il rencontre. Je me pose la question, est-ce que les enseignants
ont ce temps de nos jours pour pouvoir suivre les enfants avec le nombre pléthorique qu'on retrouve dans nos écoles. Généralement, il y a certains qui aiment leur métier, qui le font bien. D'autres, par contre, quand ils viennent, ils balancent un exercice et disparaissent. C'est le chef de classe, permettez-moi le terme, c'est ce qu'on disait avant, chef de classe. C'est le chef de classe qui a la responsabilité de gérer la classe, de relever les noms des bavards. Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait le même constat que vous? Oui, monsieur, vous savez déjà, pour être enseignant, il faut être enseignant par vocation. Il faut être enseignant par vocation, il faut aimer ce que tu fais. Ouais. Même si tu es maltraité, du fait que tu as déjà l'amour d'enseigner, tu peux te sacrifier. Je vous assure que quand j'étais en terminale, nous étions 140. Et j'ai connu des enseignants qui se sont sacrifiés, ils nous suivaient de bout en bout. Quand un enseignant maîtrise déjà la salle, maîtriser la salle, ça veut dire quoi? Il faut au moins connaître le nom de tes apprenants. Pour un apprenant qui dérange, quand tu l'appelles par son nom, je vous assure qu'il va changer. Ouais. Dès que tu fais ton entrée, voilà, bon, tu prononces le nom au moins 4 ou 5. Et il faut également, n'est-ce pas, encourager les apprenants, encourager l'élève dans le sens où quand il fait un petit effort, il faut l'encourager. Mais nous remarquons qu'ici au Tchad, cette pédagogie est carrément oubliée. Donc ce qui fait en sorte que certains élèves sont parfois démotivés d'aimer l'école. Et voilà, ils préfèrent, n'est-ce pas, à des heures parfois libres, d'aller exercer dans des commerces informels. Et quand l'heure arrive, top, il rentre. Et voilà, les parents sachent que l'enfant était plutôt à l'école. Et pourtant, ce n'était pas le cas. On va inviter nos invités à suivre ces Vox Pop du grand public. Et après, on va revenir pour continuer notre débat. Merci. Ensuite. L'école missionnaire, c'est quand l'élève vient à l'école et puis prétend venir à l'école. Arriver quelque part là, ne vient pas en classe comme il le faut, démissionne des cours de temps en temps, non. Si les parents ne prennent pas leur responsabilité de suivre l'enfant en tant que tel, c'est pas évident. Et si l'école, l'établissement où l'élève fréquente aussi, ne fait pas un suivi pour cet encadrement de l'enfant, ça serait toujours difficile. Je crois que les responsabilités sont partagées entre les parents et l'établissement où fréquente l'élève. Voilà, l'école missionnaire, c'est ceux qui viennent à l'école et ne fréquentent pas pratiquement l'école. Moi, je pense que cette pratique n'est pas bonne. C'est-à-dire, ces gens qui pratiquent l'école missionnaire ne sont pas conscients de leur avenir. S'ils sont conscients de leur avenir, ils doivent pratiquer l'école normalement comme il se doit. Ceux qui abandonnent l'école aujourd'hui, pour ne pas être sur le goudron ou soit devenir des alcooliers, etc. Là, c'est pas du tout normal. Quand tu as la possibilité de fréquenter l'école, tu peux continuer l'école. Ça peut t'arranger demain à lendemain. Mais toi, tu es là pour la vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire, tu sors aujourd'hui, tu as 50 francs, tu sors, tu prends la boisson, etc. Mais or, tu n'as pas l'avenir. Donc, ceux qui ont l'occasion de fréquenter l'école, je le demande, n'est-ce pas, de continuer l'école. Et demain, lendemain, ça va les aider. Et moi, je pense que c'est vraiment dangereux parce que c'est l'avenir des enfants qui est en jeu. Ce que je préconise comme solution est qu'il faut un suivi à la maison par les parents. Et il faut aussi le suivi de l'administration. L'enfant, quand il quitte à la maison, il vient, il rentre. Le parent doit vérifier est-ce qu'il a écrit quelque chose ou pas. Et au niveau de l'administration de l'école, on doit noter la présence des enfants chaque jour. Et que si l'enfant ne vient pas, on constate que l'enfant a 5 absences ou 6 absences, automatiquement l'administration doit saisir les parents. On appelle les parents pour leur alerter qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Retour sur le plateau de Tribune des Jeunes, mesdames et messieurs, on va continuer avec notre débat sur l'école missionnaire. Alors, monsieur Francis, nous avons suivi avec vous l'avis du grand public sur l'école missionnaire. Est-ce que vous trouvez que la population est édifiée sur le problème lié à ce thème? Très bien, justement, en écoutant, n'est-ce pas, une pensée publique qui a, n'est-ce pas, abordé ces sujets. Et alors, quand vous voyez déjà, lorsque nous avons des parents qui ne sont pas instruits et qui envoient leurs enfants à l'école, alors, il y a maintenant 2 choses à faire, travailler avec les parents et également avec l'enfant. L'administration doit être en contact permanent avec les parents et dire aux parents les bienfaits de l'école, de la formation. Et comme ça, le parent, parce que je vous assure que j'ai tellement aimé nos parents tchadiens qui nous envoient étudier ailleurs.
Pour un parent paysan, il est capable, n'est-ce pas, de te payer les études qui coûtent à une somme de 1 million et quelques. Pourtant, lui, il ne connaît même pas lire et écrire. Mais il sait que l'école prévoit, n'est-ce pas, un avenir meilleur. Donc, du moment où les parents sont déjà sensibilisés et informés sur la nécessité, n'est-ce pas, de bien suivre et de bien encadrer ses enfants, le parent doit également le faire. On ne doit pas seulement laisser la responsabilité à l'État ou à l'école d'éduquer et de former les enfants. Oui, par rapport au Vox Pop, est-ce que vous avez trouvé que ceux qui ont intervenu sont conscients du problème de l'école missionnaire? Justement, parce que quand vous avez pris par exemple, un intervenant a dit que pour des enfants qui absentent l'école, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle un manque de suivi, manque de conscience. Ils n'ont pas encore compris, n'est-ce pas, la nécessité d'aller se faire former à l'école. Donc sur ce, il faut les encourager, il faut leur démontrer à quoi est-ce que l'école est donc si importante. Ah, d'accord. Et vous, M. Adoumgar? Oui, par rapport à l'appréciation des intervenants, si j'essaie de voir, ce n'est qu'un échantillon. Et ce qu'on doit essayer de voir au sens strict, la grande partie de la population n'est pas instruite. Donc c'est un travail où on est appelé à effectuer, à sensibiliser les parents à tous les niveaux. Sinon, ceux qui ont donné leur foyer de vie, ce sont ceux-là qui sont instruits, qui sont des enseignants. Celle qui est intervenue premièrement, c'est une condisciple. Donc elle est aussi du corps enseignant. Elle est aussi du corps enseignant. Et la population entière n'est pas totalement instruite. Donc je ne peux pas dire que tout le monde connaît l'importance de cette sensibilisation. Moi, en fait, il y a un phénomène qui attire mon attention, je ne sais pas. Oui. Certainement, hein, il y en a deux. Okay. Le phénomène de ces jeunes-là qui pavanent avec les motos en ville, avec les tenues scolaires. Oui. Et deuxièmement, ces jeunes qui vont dans les maquis pour boire avec leurs enseignants. Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait cette remarque? Oui. Je sais pas, oui. Qu'est-ce que vous avez comme mot à l'endroit du corps enseignant, à l'endroit, par exemple, de ceux qui ont des écoles, surtout les écoles privées, tout comme les responsables dans nos écoles publiques? Monsieur, vous savez déjà qu'à l'époque, un enseignant, c'est un dieu, où il ne doit jamais avoir une rencontre avec l'élève et son enseignant. Mais de nos jours, nous voyons que la tendance est carrément inversée. Donc, l'élève peut facilement appeler son enseignant par le nom, ou soit te dire même « hey », et vouloir même le saluer en main. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Non. Donc, l'éducation civique qui a disparu dans notre système éducatif au Tchad a fait en sorte que tout a changé. Donc, s'il faudrait, n'est-ce pas, revoir encore cette manière, il faut, n'est-ce pas, restaurer l'éducation civique. Cela permettra, n'est-ce pas, d'éduquer ses enfants le respect. Du moment où l'enseignant se voit déjà respecté, je vous assure que ce dernier va se sacrifier pour apporter un plus au-delà. Monsieur Adoumgar, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au problème que Marc vient d'évoquer? Oui, c'est un constat réel. Déontologiquement, un enseignant est un père. Il est le représentant direct des parents d'élèves. Donc sortir avec son élève n'est pas conseillé pour un enseignant digne. Et si on essaye de voir de nos jours, si cela se passe, c'est un problème d'ordre pédagogique et aussi social. C'est-à-dire lors de la formation des enseignants, on doit mettre l'accent sur la déontologie et législation scolaire qui recadre la profession enseignante. Sinon, être éducateur ne veut dire pas mener une vie de débauche où il faut respecter certains principes. Et aux élèves, ceux qui traînent avec des motos partout dans la ville pendant les heures de cours, cela relève maintenant l'irresponsabilité des parents. Il faut des suivis tant au niveau institutionnel, c'est-à-dire de l'administration de l'école,
qu'au niveau parental, puisque les parents sont censés venir au niveau de l'école se renseigner ce qui se passe par rapport aux conduites de leurs enfants. Et l'administration aussi. S'il y a absence pendant les heures de cours, ils peuvent signaler aux parents ce qui ne marche pas. Vous demandez de nous lancer l'avis des spécialistes en éducation sur ce sujet. Tout à fait. On va suivre son avis et après on reviendra pour enchaîner avec le reste de nos questions. L'école buissonnaire, c'est lorsque l'élève ou l'étudiant quitte la maison pour aller à l'école, mais il a un objectif différent de l'apprentissage. Mais il est quand même à l'école, mais il n'apprend pas. Et à la fin de l'année, il sort avec un résultat qui ne répond pas aux normes que les parents attendent de cet élève ou de cet étudiant. De nos jours, beaucoup, si on prend peut-être 10 élèves, 7 font école buissonnaire de nos jours. Pour une simple raison que ces élèves-là ne sont pas bien surveillés depuis la maison jusqu'à l'école. Parce que le ministère a dit qu'il faut permettre aux élèves de passer selon le nombre d'années. Quand tu es inscrit aujourd'hui, 6 ans tu es au collège. Et quand je sais que je n'ai pas un effort à fournir pour passer en classe supérieure, qu'est-ce qu'il faut faire? Même je participe au cours ou non, je dois passer en classe supérieure. Et c'est ce qui a encouragé l'école buissonnaire. L'homme tchadien de nos jours ne veut pas souffrir pour réussir. On veut la facilité. D'abord, ça c'est le facteur primordial. On veut la facilité. Et la facilité, on le trouve facilement par rapport à la négligence du ministère de l'Éducation. D'abord. Lorsqu'il n'y a pas de critères stricts pour passer en classe supérieure, ça motive l'école buissonnaire. Et les parents aussi jouent un rôle négatif dans ce domaine. Normalement, quand tu inscris ton enfant à l'école, au moins, dans une année, un parent conscient doit passer à l'école au moins 5 à 6 fois pour contrôler est-ce que mon enfant vient régulièrement à l'école. Même à la maison, au moins, je sais que les parents n'ont pas le temps, mais au moins, pendant le week-end, il faut prendre le temps pour consulter les cahiers des élèves. Mais est-ce que nous, les parents, aujourd'hui, on a la tendance de faire ce travail? Mais quand on laisse l'élève à sa charge, on dit que non, moi j'ai déjà payé mon scolarité, j'ai fait ce que je dois faire, le reste c'est l'élève. Certains élèves ne comprennent pas l'avantage de l'école. Donc c'est la négligence du gouvernement, c'est la négligence des parents qui contribue à cette mauvaise pratique dans des établissements. Mais les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes. Les vrais techniciens qui travaillent ici au Tchad, ce sont les étrangers. Les gens qui viennent de l'école, des pays qui ont des écoles bien encadrées. Donc, nous, les Tchadiens, comme les nationaux, on est écartés. Vous voyez, par exemple, dans le temps passé, ici au Cameroun, le site pétrolier, je parle du Tchad, je m'excuse, site pétrolier, la plupart, ce sont des étrangers qui travaillent là-bas. Les gens embrassent la violence, c'est par manque d'éducation. Voilà la conséquence directe de l'école buissonnaire. Si tout le monde est formé, on doit avoir l'amour du prochain, on doit avoir l'amour de patrie, on doit contribuer avec énergie pour le développement de ces pays. Pour lutter contre cette pratique, cela relève strictement la compétence du gouvernement pour exiger ou soit ériguer les lois fortes pour contrecarrer cela. Mesdames et messieurs, retour sur le plateau des tribunes des jeunes. Nous continuons toujours notre débat sur l'école buissonnaire. Alors, monsieur Francis, les spécialistes viennent d'évoquer une question un peu qui me taraude moi aussi dans mon esprit. Ils ont supprimé ce qu'on appelle la reprise de cours. Est-ce que cela n'encourage pas l'école buissonnaire? Merci, monsieur Seyd. Pour moi, c'est une mauvaise politique. C'est une très, très mauvaise politique. Il faudrait que l'État essaie d'en revoir. Parce qu'on ne peut jamais supprimer un concept ou soit une vision qui, au départ, mettait, n'est-ce pas, tellement de pression aux élèves et aux parents. Et ça menait l'enfant à travailler. Du moment quand c'est déjà supprimé, il est déjà un laisser-aller. Donc ce n'est pas normal. Oui, le passage automatique contribue à l'école buissonnaire. Puisque tout le monde sait qu'il peut passer pour la classe supérieure.
Même si je travaille ou pas, je sais que je vais être admis. Donc il y a ce qu'on appelle l'encouragement à la médiocrité. Donc normalement, on doit tenir compte du mérite. À chacun ses mérites. Là, ça peut aller bien. Merci, Marc. Oui, moi, en fait, je voudrais attirer l'attention de nos autorités sur certaines décisions. Quand ça n'arrange pas le pays, il ne faut pas prendre. Moi, jusque-là, je ne me suis pas remis du fait qu'on ait supprimé l'instruction civique dans nos écoles. Et vous voyez ce que les enfants font de nos jours dans les établissements ici à N'Djamena ou bien en dehors de N'Djamena. C'est les résultats, en partie, c'est les résultats de la suppression de cette matière. Et cette matière qui enseigne le savoir-vivre, qui nous permet de connaître comment l'État fonctionne, comment nos communautés fonctionnent. Tout ça, ça a été supprimé. Et les élèves, c'est comme on est en train de former des coquilles vides. Et demain, on s'attend à quoi? Il faut se poser des questions. Et pourquoi ne pas faire reprendre ceux qui n'ont pas mérité? C'est pour quelle fin? Merci, c'est tout pour ce numéro consacré à l'école missionnaire. Nous avons reçu comme invité pour ce débat M. Mbaylassem Francis, psychologue, éducateur spécialisé et doctorant en handicapologie sociale à l'Université de Yaoundé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'était un honneur. Merci à vous également, Nguiabaye Adoumgar, expert en pédagogie générale, doctorant également en enseignement fondamental de l'éducation à l'Université de Yaoundé. Merci à vous d'être parmi nous pour ce débat. Merci. Et merci à mon collègue de toujours, Mac, et merci à vous, mesdames et messieurs. Très bonne suite des programmes sur le chat.